De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Souleymane Ould Mbarek, historien, et de notre éditorialiste Lucien Pambou. Tout de suite, le dossier du jour. Le 21 juin prochain, les électeurs mauritaniens seront appelés aux urnes afin d'élire leur nouveau président. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, un scrutin boycotté par une partie de l'opposition. Un reportage de notre correspondant Franck Ndofina. À l'occasion de cette deuxième élection présidentielle après le coup d'État de 2008, la Mauritanie veut renforcer son ancrage démocratique. Une élection qui intervient dans un contexte sociopolitique tendu, l'opposition et le parti au pouvoir n'ayant pas trouvé un consensus sur le calendrier électoral. Mais ceci n'a pas empêché l'organisation du scrutin qui a su rallier tous les partis de la mouvance présidentielle et quelques partis d'opposition. Quels sont les enjeux de ces élections? Quelles sont les raisons du boycott de l'opposition? Et quelles sont les priorités de la Nouvelle-Mauritanie? Ils sont 5 candidats pour un seul fauteuil et environ 1 400 000 électeurs pour les départager. La présidentielle du 21 juin 2014 est un enjeu capital pour la Mauritanie. Au nombre des candidats, le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, se présente pour un nouveau mandat. Bouidiel Ould Oumed, candidat du parti El Ouiam de l'opposition modérée, se présente pour la première fois. Ibrahim Assar de l'Alliance pour la justice et la démocratie, lui, a déjà l'habitude des élections. Biram Ould Abeid, de l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, est également présent dans la course à la présidentielle. Et la seule femme, Leila Meriem Ment Moulay Idriss, est candidate indépendante. Dans les villes et villages de la Mauritanie, la campagne électorale bat son plein. Et pendant que les candidats présentent leur projet de campagne, le président sortant, lui, défend son bilan. La situation sécuritaire de notre pays avant mon arrivée au pouvoir était calamiteuse. Vous le savez très bien. Mon gouvernement a débloqué des fonds nécessaires pour assurer la sécurité de ses citoyens et libérer le pays de la menace terroriste. Dans la région, notre armée fait aujourd'hui partie des plus performantes. Je ne le dis pas seulement parce que je suis président, mais des témoignages des pays voisins le confirment. Nos forces armées sont aujourd'hui appelées en aide par nos voisins qui en ont le besoin. Les détracteurs du président sortant ne sont pas du même avis. Au sein de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste dirigée par le candidat Biram Ould Abeid, on estime qu'il faut aujourd'hui un profond changement dans la manière de diriger le pays. C'est une candidature de rupture avec le système de la prédation des droits de l'homme. C'est une candidature de rupture avec les formes d'esclavage moderne dans les mines, dans les usines, dans les ports, dans tous les domaines. Cette bataille sera la bataille de la réhabilitation de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont péri ici à cause du racisme, qui ont péri à cause de l'esclavage, qui ont péri à cause de l'arbitraire. L'absence dans cette élection des figures de proue de l'opposition, comme Ahmed Ould Daddah du Rassemblement des forces démocratiques, Messoud Ould Bouhay, ancien président de l'Assemblée nationale et leader de l'Alliance populaire progressiste, ou encore Mohamed Djemil Ould Mansour du parti Tawassoul, restent des points importants à observer pour ces élections. Le 4 juin 2014, les partis d'opposition membres du Forum national pour la démocratie et l'unité ont organisé une marche à travers la ville de Nouakchott pour faire part de leur désapprobation du processus électoral en cours dans le pays. Les populations sont sorties massivement pour répondre à l'appel du Forum et c'est un appel également de raison. Un appel pour dire non à des élections non consensuelles, pour dire oui pour un boycott des élections du 21 juin. Le moment est venu pour que le peuple mauritanien, qui a montré sa maturité, sa sagesse, le moment est venu pour lui de s'assumer en tant que peuple responsable à travers des élections honnêtes, libres et transparentes. C'est très tôt après l'échec des discussions devant mener au dialogue en avril 2014 que l'opposition radicale en Mauritanie a décidé de boycotter le scrutin. Un boycott qu'elle espère pouvoir peser dans la balance du verdict de la présidentielle du 21 juin. Le poids du boycott peut ne pas être reflété par les chiffres, ni par la participation, ni par les chiffres. Vous savez, les chiffres ici, on peut les faire et les défaire. Mais ce qui est important, c'est que cette élection, certainement, elle intervient à un moment où il y a des dirigeants historiques de l'opposition qui, bien sûr, ne pourront plus après, à cause de l'âge, se présenter.
Le bilan des 5 dernières années de la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz fait partie des raisons pour lesquelles les citoyens mauritaniens pourraient ou pas donner leur confiance au président sortant. Que l'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, l'appréciation de ce bilan reste diversifiée. L'action du président de la République qui a été menée sur les 4-5 dernières années a été une action extrêmement positive et extrêmement pertinente pour le pays. J'en veux pour preuve certains dossiers que je voudrais évoquer. Le dossier le plus important naturellement, qui est celui de l'unité nationale. Le président de la République a pris à bras le corps cette question vitale pour le devenir du pays. Et il est parti lui-même organiser la prière à Kaedi, ce qui est un geste extrêmement fort psychologiquement, symboliquement, religieusement. C'est un recul pour la démocratie mauritanienne et ça rappelle malheureusement les premières années de balbutiement de la démocratie. Nous sommes en train de revenir un peu à la case départ des années 92-93. C'est dommage d'abord pour la Mauritanie et c'est dommage pour la démocratie mauritanienne. Le bilan n'est pas seulement politique, il est également économique. Avec une croissance portée par les secteurs des mines et de la pêche, la Mauritanie, sous le président Mohamed Ould Abdelaziz, a fait des efforts dans les domaines des infrastructures et de l'émergence d'une nouvelle classe moyenne. Son programme des élections présidentielles dernières a été aujourd'hui réalisé à 90%. C'est un programme qui va dans le sens du pauvre, du citoyen pauvre mauritanien, au niveau des infrastructures, au niveau de l'eau, au niveau de la santé. Et donc, regardez, ce pays est en chantier. Même au moment où nous vivons les derniers jours du premier mandat, quand vous regardez ce pays de long en large, vous voyez que c'est un pays qui est tout en chantier. Un avis qui n'est pas partagé par les opposants au pouvoir en place. Économiquement parlant, les indicateurs macroéconomiques ne sont pas mauvais. Mais comme dit l'autre, la croissance ne se mange pas. Nous sommes dans une croissance moyenne par rapport à l'Afrique en réalité. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors que nous aurions dû avoir une croissance beaucoup plus forte en Mauritanie. Mais nous ne l'avons pas. Pourquoi? Nous l'avons parce que nous sommes dans une économie de rente. Les priorités de la nouvelle Mauritanie après la présidentielle du 21 juin 2014 sont de plusieurs ordres. L'unité nationale et la cohésion sociale semblent venir en premier lieu. Il faudra également raffermir l'économie et investir dans les projets sociaux, surtout au sein des populations à la base. Nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons énormément de choses, mais nous pensons que l'État peut faire beaucoup pour aider les paysans à se prendre en charge, à avoir des terres, les aider à les mettre en valeur, à produire et à cette production puisse nous aider en tout cas à diminuer notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et pour cela, il y a des voies de communication, enfin des voies qui doivent être faites, des routes qui doivent être faites pour justement désenclaver certaines zones qui sont des zones essentiellement agricoles et qui peuvent servir pratiquement de grenier de la Mauritanie. La Mauritanie se trouve aujourd'hui à un nouveau tournant de son histoire. La classe politique étant aujourd'hui vieillissante, aussi bien au niveau de l'opposition ou du parti au pouvoir, il faudra ouvrir la voie à une nouvelle génération de décideurs plus jeunes. Seule question, cette jeunesse a-t-elle été formée et aguerrie pour l'exercice du pouvoir politique? Sera-t-elle différente de la génération précédente? L'élection du 21 juin pourrait être le début d'une nouvelle pratique de la politique en République islamique de Mauritanie. Monsieur Mbarek, vous êtes historien. Dites-nous, ce scrutin comporte-t-il des nouveautés dans la forme, dans le processus, ou est-il dans la tradition des élections présidentielles en Mauritanie? Non, enfin, je tiens à préciser quelque chose avant de répondre à la question. Je suis mauritanien, fier de l'être, mais je tiens à préciser que je n'appartiens à aucun mouvement politique, parce que j'ai fait ma vie en France depuis très longtemps, donc je regarde cela comme observateur. Donc, pour répondre à votre question, il y a un enjeu, effectivement. L'enjeu est le suivant, c'est que la Mauritanie a amorcé depuis quelques années, depuis ces dernières années, elle a amorcé un développement, une certaine évolution, une ouverture, aussi bien sur le plan économique et social. D'ailleurs, sur le plan économique, puisque j'ai regardé un de vos reportages tout à l'heure, quelqu'un qui disait qu'il y a une communauté qui détient le pouvoir militaire et économique. Je pense que les financiers de la Mauritanie aujourd'hui, et M. Cham, il n'est pas justement de la même communauté que le président. Il a été nommé là parce qu'il a le talent, il a les qualités, il l'a prouvé, et le
président n'a pas hésité à lui confier justement des finances du pays parce qu'il estime qu'il est. Et ça, c'est un geste qui n'a jamais existé les années précédentes. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase qui nous permet et qui permet à ce peuple de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir amorcer ce développement économique. Certes, c'est lent, mais il faut laisser aux choses le temps de pouvoir se faire progressivement. Donc, c'est-à-dire que nous, on a cette opposition aussi, et là je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut tout d'un coup. Et maintenant, parce que c'est là que nous jugeons. Quand on prend, par exemple, les différents membres de ces membres de l'opposition, effectivement, c'est une opposition qui est vieillissante, c'est une opposition qui sait et qui a fait le bilan elle-même, elle a fait le bilan de ce président, elle sait qu'il a un bilan positif et elle s'est dit, nous, face à ce monsieur, on n'a aucune chance. Qu'est-ce qui nous reste? C'est de crier au loup, de dire, voilà, on n'accepte pas ce calendrier, il faut qu'on demande autre chose. C'est une partie de l'opposition qui boycotte. C'est une partie de l'opposition. Et même dans... Il y a quelque chose, il y a une petite chose qui me chagrine un tout petit peu. Par exemple, dans les différents candidats, il y a par exemple le candidat qui s'appelle Will Abeid. Il y a quelque chose chez lui qui me chagrine un peu. Il a toujours été le porte-parole de ces organisations non gouvernementales. Il a toujours dénoncé l'esclavage dont on avait parlé tout à l'heure. Il a toujours dénoncé cela. Et il se sert de cela pour devenir candidat. Moi, je pense qu'il faudrait d'abord que les hommes politiques ou les hommes, je ne sais pas comment les appeler exactement, en Mauritanie, choisissent exactement comment ils vont pouvoir faire certaines choses et comment ils vont pouvoir agir s'ils veulent vraiment contribuer au développement de la Mauritanie. Ça, je veux bien le préciser. Alors, Lucien, M. Mbarek parlait du candidat Ould Abeid, qui est le président de l'IRA, Initiative pour la résurgence abolitionniste. Oui. Alors, effectivement, c'est un thème au centre de cette campagne. C'est un thème au centre de cette campagne, mais M. a parfaitement raison de dire, en effet, selon son analyse, que l'homme politique, M. Biram, utilise ça pour se faire élire. Et pourtant, monsieur, il y a quand même une réalité. La réalité, écoutez, ici sur ce plateau, un 29 avril, dans un débat sur la Mauritanie, j'avais évoqué simplement l'existence de ce qu'on appelle un esclavage domestique, ce qui m'avait été fièrement, effectivement, répondu que non. Je vous donne ici, parce que je m'appuie pas simplement sur des idées personnelles, j'espère que la caméra le voit, Mauritanie, les derniers négriers, courrier international, Le Monde.fr, de mars 2014. Bien, ce papier-là que les gens peuvent voir montre quoi? Qu'il y a quand même un réel problème, effectivement, dans ce pays. J'ai pas dit que la Mauritanie ne combattait pas, puisque je vais y revenir. C'est une pratique interdite. Okay, c'est une pratique interdite, oui, mais il y a quand même 4,5% de la population sur 3 millions, c'est-à-dire 100 000 personnes qui sont en effet sous ce que j'appellerais moi, sous le régime de ce que j'appelle l'esclavage domestique. On ne peut pas l'ignorer, monsieur. Non. Et bon, et ça c'est très important au niveau des droits de l'homme, en termes d'enjeux. En termes d'enjeux, au niveau des droits de l'homme, c'est très important. On ne peut pas botter en touche et on ne peut pas, au nom du développement, faire comme si ces choses-là n'existaient pas. Vous avez effectivement les Aratides, vous avez les Wolofs, vous avez les tout-couleurs, les Noirs, qui se sentent pas bien dans cette société, même si certains d'entre eux occupent des positions très fortes. Mais l'arbre ne doit pas cacher, effectivement, la forêt. Une fois que j'ai dit ça, le gouvernement mauritanien fait des efforts. En effet, il faut quand même, Fanny, se rappeler que depuis 1905, au moment de la colonisation française, en 60, au moment de l'indépendance, en 81, l'esclavage en Mauritanie est effectivement aboli. On va plus loin. En 2007, en effet, c'est considéré... Donc, il y a des peines de prison pour ceux qui pratiquent l'esclavage, de 5 à 10 ans, et ceux qui font l'apologie de l'esclavage, bien entendu, 10 ans. Et si on va beaucoup plus loin, en 2012, ça a été inscrit dans la Constitution. Donc, l'État mauritanien fait des efforts, mais on ne peut pas botter en touche en faisant croire. D'ailleurs, vous-même, Fanny, hier, dans votre émission de l'ANER, vous aviez, effectivement, dans un certain nombre de reportages, mis en évidence ces choses-là. Donc, une fois qu'on les a dit, avançons. Donc, cet esclavage domestique existe bel et bien, effectivement, en Mauritanie. Bien, voilà, un des enjeux, c'est arriver à faire en sorte que ça disparaisse. Il y a un deuxième enjeu.
on peut dire ce que l'on veut de M. Aziz, mais en effet, c'est un militaire. Il faut quand même voir que depuis l'indépendance, depuis que le pouvoir a été arraché effectivement par les militaires entre 60 et 78 à Ould Daddah, qui était un avocat, eh ben, il y a eu une succession de coups d'État militaires. Même M. Abdellahi, qui était un civil, il y a eu une succession de coups d'État militaires. Bien. Alors le dernier en 2008, voilà, et puis l'élection, la première élection présidentielle en 2009. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque ? Malgré quelques difficultés, la Mauritanie apparaît effectivement comme le pays arabe où il y a plus, je dirais, de liberté de presse, la presse. Ça, c'est un élément quand même important. Deuxièmement, le président, en effet, Aziz, est en train de remettre la Mauritanie, si vous voulez, en ordre de marche. Il y a, pour un pays quasiment désertique, les 2/3 occupés par le désert, il y a 10 aéroports internationaux. On ne voit pas beaucoup dans la plupart, effectivement, des pays africains. Troisièmement, le président, effectivement, Aziz essaie, même s'il est critiqué par une partie de l'opposition, mais le président Aziz ne peut pas, d'une certaine manière, se mettre à la place de l'opposition. Si l'opposition est incapable, effectivement, de se rassembler pour apporter une réponse cohérente vis-à-vis du président Aziz, le président Aziz ne va pas se mettre à leur place. Et puis, je voudrais saluer quand même, effectivement, ce président qui est intervenu au Mali, au nord du Mali, de façon inopportune, en tant que président en exercice de l'Union africaine, alors que personne ne l'attendait. Mais j'ai envie de dire, il faut quand même se rappeler que la Mauritanie a été fondatrice, effectivement, de l'organisation de l'unité africaine. Donc, le président Aziz, effectivement, il faut l'espérer, même s'il est arrivé par un coup d'État militaire, est en train, progressivement, de résoudre les problèmes de type humanitaire, lutter justement contre cet esclavagisme-là moderne domestique, bien sûr, même si, alors, il ne peut pas aller, le président Aziz, dans tous les foyers, en disant, attendez, il ne faut pas d'esclavage domestique, il fait ce qu'il peut, il y a la loi, etc. Mais il essaie effectivement de lutter contre la pauvreté, il essaie d'inscrire la Mauritanie dans la voie de la modernité. Alors, M. Mbarek, justement, un mot sur le bilan du président sortant qui est également candidat. Alors, je pense que je tiens à tout, plus ou moins résumer le bilan du président, qui est un bilan, à mon avis, je peux me tromper, positif dans la mesure où les États voisins, justement, sont dans une lutte contre le terrorisme. Nous, en Mauritanie, la Mauritanie ne connaît pas ce problème. Dans la mesure où les États voisins viennent scolariser leurs enfants dans nos écoles. Ça veut dire que notre système éducatif est en évolution dans la mesure où les États voisins viennent se soigner dans nos hôpitaux. C'est-à-dire que aussi là, il apporte une solution sur ce domaine qui est très important. Et sur le plan économique, parce qu'on voit que l'opposition concède quand même sur le plan économique, l'opposition reconnaît qu'il y a une évolution, mais elle rajoute, sans avoir justement, sans nous donner la preuve, qu'on peut faire mieux. Bon, moi, je ne sais pas s'ils sont devins ou pas. En tout cas, nous, en tant qu'observateurs, on voit qu'il y a une évolution et on voit que cette évolution. Alors, elle parle de redistribution des richesses. Elle dit que tout le monde ne profite pas de cette avancée. Je vois aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années que je vis en France. C'est la première fois que j'ai vu que ce pouvoir revient, par exemple, dans ces pays étrangers, chercher justement des talents pour développer certains secteurs. C'est la première fois que j'ai vu justement des jeunes qui n'ont pas justement fait des études en Mauritanie, qui bénéficient de formations et qui, grâce à ces formations aujourd'hui, trouvent du travail et arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Je tiens à rajouter juste un petit peu par rapport à l'intervention concernant l'esclavage. Je n'étais pas en train de dire que l'esclavage n'existe plus. J'étais en train de dire que la solution est apportée, la solution est donnée, et je me permettrai une chose, la botte d'Hitler et la botte de Mussolini. C'est-à-dire ceux qui crient contre l'esclavage finissent eux aussi par rendre ces esclaves comme esclaves puisqu'ils les exploitent à leur propre fin. Et ça, c'est quelque chose qui... Est-ce que ces efforts sont suffisants? Parce que c'est ce que soulève le candidat Ould Daddah. Alors, les efforts sont là. Parce qu'en fait, comme en parlant de l'opposition, les efforts, c'est-à-dire on donne les solutions, on a dit aux esclaves, on a dit à toute la population, on a dit, si vous voyez quelqu'un exploiter une autre personne, venez dénoncer cette personne. Qui
s'est opposé à cela. Personne. Toute personne qui vient aujourd'hui dans un commissariat, dans n'importe quelle administration, dire voilà, moi j'ai vu mon voisin, il a un esclave, les policiers l'accompagnent. Ça, c'est, on a donné les moyens sont là sur le terrain, mais on ne peut pas venir frapper à chaque porte pour savoir est-ce que vous avez un esclave ou pas. Le seul problème, et ça c'est un problème qui va se faire avec le temps, c'est un problème d'éducation. C'est que ces esclaves, il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent partir de chez leur maître et qu'il y a une autre solution qui existe. Et malheureusement, c'est encore difficile pour eux, surtout quand ils sont dans des coins très reculés de ce pays et qui ne savent pas exactement quelles sont les solutions sur le terrain. Voilà le gros problème qui reste, mais j'insiste là-dessus, ce sont souvent ceux qui dénoncent l'esclavage qui finissent par l'exploiter à des fins personnelles, et ça c'est malheureux. Alors moi je voudrais dire une chose, Fanny, ce que dit monsieur c'est absolument vrai. Il y a le phénomène, permettez-moi l'expression, bon je trouvais simplement cette image-là, c'est le phénomène de la femme battue si vous voulez. C'est-à-dire que la femme battue pour protéger son foyer ne va pas aller dénoncer effectivement son bourreau, son mari qui le bat. Et ça, c'est inacceptable, bien entendu. Donc, comme dit effectivement notre ami, il va falloir du temps pour que, effectivement, ceux qui sont battus, ceux qui sont esclavagisés, sortent, effectivement, et dénoncent ce phénomène-là. On voit que ça commence avec des manifestations. Bien sûr. Alors, messieurs, on a beaucoup parlé du président sortant candidat. On a évoqué le candidat Biram Ould Abeid, mais on a 3 autres candidats, dont une candidate. Alors, quels sont les possibles challengers face au président sortant donné favori, Lucien? Alors, les possibles challengers, si vous voulez, comme a dit notre invité, je veux dire que l'opposition aujourd'hui se contente d'être, si vous voulez, dans la dénonciation, à la fois des élections, des listes de circonscriptions qui sont truquées au Nord. Déjà en novembre et en décembre 2013, lors des élections législatives, bien entendu, on s'est contenté effectivement de dénoncer ces éléments-là, à savoir que Aziz truquait les listes pour être en situation confortable. Mais ceci ne constitue pas un programme. Et au-delà, effectivement, de la Mauritanie, rapidement, on peut faire un clin d'œil à toutes les oppositions africaines, généralement. On dénonce les tripatouillages, effectivement, du président de la République, mais on est incapable soi-même, en effet, de construire un programme alternatif crédible. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas de programme crédible, et que deuxièmement, à la limite, la plupart des chefs de l'opposition en Afrique vont d'abord pour leurs propres intérêts plutôt que pour l'intérêt, effectivement, de la collectivité. Il y a des sujets assez intéressants. On a tout à l'heure mis l'accent sur l'esclavage moderne, mais il ne faut pas en faire un sujet de crispation. C'est un sujet qui doit être évolutif. Les lois sont là pour condamner cela. Il y a en effet des sujets relatifs à comment l'utilisation des richesses, des ressources. Il ne suffit pas simplement de dire que nous sommes dans une économie de rente pour apporter une réponse. Il y a les problèmes liés à l'éducation, il y a les problèmes liés à l'exploitation des mines, il y a les problèmes liés aux contrats étrangers. Un certain nombre d'éléments, et la vie politique, un certain nombre d'éléments qui ne sont pas mis sur la table par l'opposition. Alors, Monsieur Mbarak, un dernier mot rapidement. Oui, je peux conclure en disant, en paraphrasant peut-être Voltaire, je n'aime pas ce que l'opposition fait aujourd'hui en Mauritanie, mais je me battrai pour qu'elle puisse continuer à le faire. Parce que là, il n'y a pas un projet de société, il n'y a pas un contrepoids, et la dénonciation pour la dénonciation ne fait pas évoluer les affaires de la Mauritanie. Merci messieurs, nous allons marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.